Bonjour, salam alaikum, marhaba bikoum, bienvenue à Agile Algéria, cette première édition 100% en ligne. Nous sommes très honorés aujourd'hui par votre présence, vraiment. Nous tenons également, si tu veux bien avancer, Judicaël, à remercier nos sponsors, nos partenaires qui nous ont soutenus dans cette première édition pour faire en sorte que cette édition soit un succès. Je souhaitais également voilà, merci beaucoup. Donc nos sponsors et nos partenaires. Nous, on est très honorés pour la présence de Judicaël aujourd'hui, qui va nous proposer une conférence. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, Judicaël. Il y a peut-être un décalage, je crois, entre le moment. Voilà. Judicaël, je te remercie beaucoup pour cette conférence que tu nous proposes. Et très intéressante et qui va faire écho avec les participants, moi qui écoute depuis le début. L'agilité est une évidence dont je ne connaissais pas le nom. Je te laisserai te présenter, mais avant de te passer la main, Judicaël, moi j'ai un message aux participants pour leur dire qu'ils disposent de la zone de chat. Vous pouvez y poser vos questions. Également, je vous invite fortement à réagir au fur et à mesure à la conférence de Judicaël. Je capterai l'ensemble de vos réactions et de vos questions que je lui poserai soit au fur et à mesure en fonction de ce que vous avez besoin, ou soit à la fin, puisqu'on a prévu une séquence de questions-réponses. Et à la fin, je vous proposerai un petit sondage pour mieux vous connaître et pour mieux répondre à vos attentes une prochaine fois. Judicaël, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Je te passe la main. Je te dis à toi. On va couper nos caméras et nos sons et on va te laisser sur cette conférence. Ok, merci beaucoup. Alors, on va commencer. Je vais vous présenter très brièvement qui je suis. C'est quand même important de savoir à qui vous avez affaire. Alors, donc, je m'appelle Judicaël Paquet. Je suis, comme c'est écrit en haut, expert en transformation d'entreprise et d'organisation. Et peut-être que si vous avez fait des recherches au niveau de l'agilité, sachez que je suis l'auteur du blog My Partner, sur lequel vous pouvez trouver plein d'articles, donc 600 articles différents. Et je suis également l'auteur de La Minute Agile, donc la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, j'en profite. Mais blague à part, pourquoi je vous dis que je suis auteur de ces blogs-là? C'est parce que moi, dans ma philosophie et ma façon d'être, ça a toujours été, je suis quelqu'un qui aime énormément partager. Alors, il y a cette philosophie est très particulière, ça vient en fait du démarrage de l'agile. Il faut savoir que on parle beaucoup de Chouari, mais en réalité le Chouari est venu beaucoup plus tard. Et moi, je suis plutôt dans le mindset Mu-In-Shu. Alors, c'est des mots un peu magiques, mais qui sont super importants. Le Mu-In-Shu, c'est on est tous au même niveau, on a tous des compétences et donc on peut tous partager entre nous. Et c'est exactement ce que je fais un peu avec mon blog et la Minute Agile, ma chaîne YouTube, où j'aime partager. Mais en fait, je partage. Des fois, vous alimentez ce partage par vos commentaires qui sont super intéressants, ce qui va peut-être d'ailleurs amener à des évolutions dans des prochaines vidéos ou des prochains articles. Et moi, je me nourris également de vos questions parce que parfois, les gens posent des questions auxquelles honnêtement, j'ai jamais été confronté et je me suis jamais posé la question. Et du coup, on se nourrit continuellement, tous ensemble, de nos différentes expériences, de nos savoirs. Et d'ailleurs, très important, et je le remercie encore aujourd'hui, Wang Cunningham, je ne sais pas si vous connaissez ce nom-là, il fait partie de ceux qui sont signataires du manifeste Agile. Il faut savoir que c'est lui qui a créé le concept de wiki en 95 avec cette philosophie du Mu-In-Shu. Donc vraiment un des premiers outils officiels de l'agilité pour dire il y en a qui vont partager, il y en a qui vont peut-être alimenter mon partage et il y en a d'autres qui vont apprendre de mon partage, mais qui en revanche vont partager sur leurs propres connaissances. Et du coup, tous ensemble, on monte et on apprend chacun sur les choses qu'on a envie d'apprendre, sur les choses qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est vraiment le concept philosophie Mu-In-Shu. Et moi, je suis vraiment adepte depuis que j'ai commencé le monde professionnel. En fait, je suis là-dedans. Je suis dans ce mindset. Alors, je comprends parfaitement la notion de Chouari qui était vraiment mis en avant par Alistair Cockburn. Le fait d'avoir un maître qui va apprendre un élève et cet élève au fur et à mesure va monter, voire dépasser le maître.
Moi, ce qui me dérangeait un petit peu dans cette philosophie, c'est que l'élève, c'est un peu quelqu'un qui est choisi et tout le monde ne peut pas être élève. Parce qu'en tant que maître, on peut pas éduquer tout le monde. Et donc, cela amenait pas mal de gens, en fait, un petit peu indirectement, d'être sur le banc de touche. Et c'est comme ça, en fait, que le blog My Partner et la chaîne La Minute Agile sont arrivés sur le marché. C'est vraiment de ce mindset où j'ai toujours aimé et j'ai toujours voulu partager. Ça fait vraiment partie de moi. Et dans cette conférence qu'on est actuellement en train de regarder, je vais vous expliquer aussi le parcours que j'ai professionnellement. Mais en fait, cette envie de partage, évidemment, elle date pas de cet univers professionnel, elle date d'avant. Mais je vais éviter de vous expliquer que quand j'étais petit, j'aimais faire du vélo, machin. On va passer quand même à l'essentiel, le monde professionnel dans lequel vous êtes probablement tous. Il y en a qui sont peut-être dirigeants entre vous. Il y en a qui sont peut-être, je sais pas, des futurs Scrum Masters, voire des nouveaux Scrum Masters, ou voire des personnes qui ont été Scrum Masters et qui ont de l'expérience. Donc vraiment un certain nombre de profils, mais en fait tout le monde peut faire bénéficier de son savoir. Alors la conf que j'ai voulu vraiment présenter aujourd'hui, c'est, en fait, comme vous voyez le nom là qui est là, l'agile, c'était une évidence dont je connaissais pas le nom. Et c'est vrai que en fait, je me suis aperçu que, vous allez voir, on va voir la conf et on passe à l'aspect suivant. Alors, il était une fois. Ta-na-na-na-na. Alors, évidemment, comme j'ai dit, je vais pas raconter toute ma vie, mais l'idée, c'est, voilà, je suis arrivé sur le monde professionnel, j'ai réussi à trouver une agence web qui a fait confiance alors que j'étais jeune, ce qui n'était pas encore évident, et j'ai découvert un univers dans cette agence web euh, qui était vraiment, qui matchait vraiment avec ma façon d'être. J'étais un peu rebelle encore à cette période. Hein. J'étais un jeune, une vingtaine d'années. Un jeune d'une vingtaine d'années à Paris. On est un peu rebelle quand même, il faut le dire. Et ma génération l'était déjà d'ailleurs. Hein. Donc on dit à chaque fois, la génération Z, c'est une catastrophe. Hein, quel rebelle. Mais en fait, la nôtre l'était également. Et j'ai découvert en fait dans cette première expérience beaucoup de choses qui retranscrivaient, je dirais, mes valeurs. Donc, au final, pardon, au final, voilà ce que j'ai découvert dans cette web agency, c'est-à-dire on était une dizaine de personnes, on était vraiment vraiment dans ce travail d'équipe, même si il y avait des gens qui avaient plutôt le rôle de gestionnaire, de comptabilité, il y en a qui étaient plutôt sur l'aspect commercial, mais en réalité, on était vraiment sur un travail d'équipe et parfois, on était quand même assez pluridisciplinaire, c'est-à-dire que j'étais arrivé un peu comme un développeur, parce que moi, c'était une passion depuis pas mal d'années. Hein. J'avais déjà fait des sites web, dont certains qui avaient été assez populaires à l'époque. Il faut revenir à l'époque où l'Internet arrivait sur le marché doucement. Et j'ai découvert également dans cette agence web que dans une agence web, on est une famille. Et franchement, au bout d'un mois, on se sent intégré dans cette famille. Et on nous fait confiance. Donc, on devient pluridisciplinaire. Donc, au final, j'ai pas juste fait du développement. J'en suis arrivé à faire un peu de publicité. Alors, j'avais aussi des études publicité, donc ça m'avait aidé. J'ai également fait du développement. J'allais également voir les clients, donc avant-vente, mais également ce client, les clients qu'on avait dans cette agence web, c'était pas juste des gens qu'on contactait, soit par mail, on faisait un contrat, c'était fini, c'était plié. Mais en fait, c'était déjà des gens avec qui on collaborait régulièrement. Ça veut dire que on allait les régulièrement dans leurs locaux. Alors c'est vrai que les web agencies sur Paris à l'époque travaillaient plutôt en local, mais du coup, il suffisait de se prendre 10 minutes, on allait dans l'entreprise, on allait discuter avec le client. Alors tu vois, j'ai eu cette idée, qu'est-ce que t'en penses? Ou sinon on téléphonait, écoute, ça te dit pas, on déj ensemble, si t'es dans le coin, je vais te parler d'un truc que j'ai pensé pour le produit. Et donc en fait, le mot agile pour moi, n'hésitez pas, je ne savais même pas que ça existait, à part de dire, je suis agile dans ce que je fais, mais pas cette approche vraiment. J'avais pas encore découvert le monde des grandes entreprises, mais au final, j'ai eu cette chance de vraiment être dans cette web agency, de pouvoir voir le client, de manger avec le client. Le boss n'était pas forcément là, j'avais le droit parfaitement d'inviter le client et on était ensemble directement au resto, on en parlait sur une nappe. Moi, je me rappelle encore des serviettes en papier où on faisait tous nos plans. Et on faisait évoluer les différents produits de nos différents clients comme ça. Et donc, mais au final, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Je veux dire, l'avant-vente, l'évolution des produits.
Bon, alors nous, c'est vrai que c'était pas très structuré. Donc, qui écrivait les specs? Bon, bah les specs, on les écrivait au fil de l'eau. Et parfois, elles avaient tendance à pas être forcément écrites. Parfois, c'était cette fameuse nappe qui faisait office de spec. Donc, au-delà de l'aspect structurant, la mentalité et ce mindset de dire, voilà, c'est pas un client, c'est un partenaire. On travaille ensemble. Je suis son partenaire. Si j'apprends une mauvaise nouvelle dans sa famille, ça va me toucher, je vais être malheureux. Et lui, pareil. On n'est pas deux personnes qui communiquent juste pour travailler ensemble. Et ça, c'était vraiment important. J'aimais beaucoup dans cette web agency. Pareil, la confiance faisait que je m'auto-manageais. Alors, c'est vrai que dans les frameworks agiles, si vous en avez entendu parler, je suppose un petit peu, on parle souvent de rythme constant. Et dans les web agencies, c'était pas du tout constant, mais l'employé était heureux. Dans le sens où, bah, des fois, on se disait, bon, bah, les gars, est-ce qu'on reste 2 heures? Là, on boucle le truc, là, il faut qu'on avance. Et c'est vrai qu'il y a des fois, bah, il y avait une semaine où on était à 10, 12, parfois 14 heures par jour, mais dans un environnement qui nous faisait confiance et qu'on aimait. Et la semaine suivante, bah, des fois, on disait, bon, bah là, c'est plus cool. Écoute, moi, je vais me prendre mon vendredi après-midi. Là, j'ai envie de me faire un long week-end, machin. Et personne n'était là pour dire, t'es sûr, t'as bien travaillé, t'as rempli ton CRA. Et non, il n'y avait pas tout ça. Et on était vraiment en auto-management et personne venait nous critiquer du fait que l'auto-management faisait qu'on était auto-organisé et qu'on était globalement assez sérieux. Et il y a des périodes où on l'était un peu moins, des périodes où on l'était plus. Des fois, on allait même jusqu'à avoir des moments où on faisait le Beaujolais nouveau dans les bureaux. Donc c'était vraiment top. On avait une capacité de flexibilité qui était géniale. Malheureusement, un jour, j'ai commencé à découvrir peu à peu des structures de plus en plus grosses et bah, j'ai perdu tout ça en fait, ce côté familial, ce côté flexibilité. Et j'avais été surpris à quel point les choses pouvaient être rudes, pour déclencher quelque chose, ça prenait un temps de fou. Mais moi, je le découvrais, je pensais pas que c'était possible en fait avant d'arriver à ça. Et donc, j'ai découvert des choses qui m'allaient beaucoup moins. En revanche, j'ai toujours eu envie de partager mon expérience, même si j'étais encore un petit jeune rebelle, hein, fallait pas se leurrer. Mais du coup, ce côté rebelle m'amenait à oser de dire aux gens, mais écoutez, vous rigolez, vaut mieux faire comme ça avance beaucoup plus vite. Et bien, évidemment, je me basais sur l'expérience que j'avais en entreprise. Mais je croyais beaucoup aux valeurs qu'apportait cette expérience. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important pour moi. Euh, et pendant mes différentes expériences à la suite, j'ai vraiment essayé d'imposer le fait que le management où on donne des ordres à tout le monde sur des générations comme la mienne, ça marchait pas. Si j'en avais marre, hop, je prenais mes clics, je partais, j'allais trouver une autre entreprise. Et j'étais assez clair là-dessus, l'esprit vraiment rebelle. Mais je crois que je le suis encore un peu rebelle, avec plus de diplomatie, mais je suis encore très rebelle. Mais j'ai essayé de faire comprendre que, ok, ça marchait peut-être avec mes parents. Mes parents étaient plus dans ce concept-là de, voilà, il y a celui qui donne les ordres et ceux qui exécutent. Et ça avait l'air de marcher, hein, a priori, mais moi, ça ne marche pas. C'était incompatible avec ma façon d'être. Et j'ai eu la chance d'être manager assez rapidement, de tomber sur des patrons d'entreprise ou des patrons de business unit qui m'ont fait confiance assez vite, malgré mon côté rebelle, pour me donner rapidement cette capacité de gérer des humains. Et j'ai toujours été, pendant quelques années, à l'encontre en fait des managers qui étaient autour, où moi je donnais pas d'ordre aux gens, j'essayais vraiment d'être dans le participatif. Alors, est-ce qu'on pouvait parler déjà de management 3.0? Pas forcément, mais j'étais déjà dans un management beaucoup plus ouvert. Euh, voilà, j'avais juste le rôle hiérarchique qu'on me donnait, donc je devais malheureusement respecter, mais j'essayais d'en faire bénéficier mon équipe. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui allait bien, j'essayais toujours de faire ensemble, mais ne me remerciez pas, remercier l'équipe. Par contre, quand il y a des choses qui n'allaient pas, bah, j'assumais et je me disais que bah, mon côté rebelle, ça allait peut-être me permettre de me sauver la peau. Et j'ai eu un certain nombre, pas 300 000, mais j'ai eu des histoires qui m'ont fait stresser, qui m'ont fait suer quand même, de bêtises qui ont été faites dans les équipes. Mais c'est pas grave, j'assumais. Moi, je voulais vraiment que mes équipes soient heureuses, qu'on accepte qu'elles puissent faire des erreurs, mais que grâce à ces erreurs, on soit vraiment dans un apprentissage. Mais et voilà. Et comme je disais, bah, pour moi, tout ça, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et au final, il y a beaucoup de gens qui me voyaient un peu comme l'image que je vais vous donner maintenant.
Oh, l'extraterrestre, voilà, là, le gros extraterrestre qui débarque de nulle part, qui veut amener un management vraiment curieux, qui évite de prendre des décisions tout seul. Mais qu'est-ce que c'est que cet extraterrestre, quoi? Je m'en fous. Je viens de Mars, je vais venir avec une nouvelle façon de manager les gens. Et c'était terrible parce que j'avais l'impression que des fois, je devais avoir un combat continuel, de mettre une énergie folle pour faire comprendre. Mais au final, vous me dites que vous comprenez pas ma façon de manager, mais vous êtes content des résultats que l'équipe fournit. Euh, donc, bah, peut-être que ça peut aider en fait cette façon de manager. Et voilà. Mais voilà, ce mot agile, pour moi, bah, je le connaissais pas. Et ça, c'est assez important de le savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été comme moi, qui ont voulu amener ce management un peu plus horizontal, essayer de faire en sorte de montrer que la hiérarchie, c'était juste pour le top management, mais que dans l'équipe, j'étais personne, j'étais au même niveau que l'équipe et que moi, j'essayais de leur apporter plus comme servant leader et que eux étaient les compétences et que j'allais pas être the chef de projet ou the machin à dire, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, mais qu'au contraire, que j'avais confiance en leurs compétences et que moi, des fois, je donnais mon avis, mais pour autant, c'était pas décisionnel, c'était plutôt pour amener du partage, du re-challenge. Et c'est ça euh, que j'ai aimé. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je travaille en Suisse grâce à des personnes que j'avais eues comme ça et qui, du coup, ont beaucoup apprécié ma façon d'être parce que eux savent que déjà, il y a très, très longtemps, hein, donc largement plus de 10 ans, j'étais déjà dans ce mindset agile. Maintenant, ils le savent. À l'époque, ils étaient comme moi, ils ne savaient pas mettre un nom autour de ça. Alors, pardon, je découvre Agile. Eh oui, ça, c'est très important, hein, l'agilité. Donc, au bout d'un moment, j'en suis arrivé à découvrir ce qu'est ce terme agile. Donc, eh ben, comme vous le savez, il y a quand même un document qui est super connu, qui a fait son apparition. Alors, toute mon agilité se base pas dessus. Je veux dire, moi, je me base sur également l'agile le terme est apparu en 1991. Donc, c'est avec les Agile Manufacturing Firm Enterprise, vraiment, donc les AMEF, très important, pardon, Enterprise Forum, les AMEX. L'agilité est apparue là avec les personnes qui voulaient se dire bah, comment faire face à on va dire, à un marché de plus en plus concurrentiel. Mais c'est vrai que le premier document que moi j'avais découvert, qui s'est vraiment popularisé assez vite, alors qu'il n'était pas à l'époque, mais qui aujourd'hui est connu de la plupart des gens qui bossent en IT, même s'ils l'acceptent ou pas dans ces concepts, c'est le manifeste agile. C'est l'image que vous avez normalement sur votre écran. Et ce manifeste agile, bah, je l'ai découvert hein, parce que en regardant des magazines, des machins, voilà, je découvre ce fameux manifeste agile et c'est marrant. Bah, les valeurs qu'il présente, bah, j'ai pas eu l'impression que c'était nouveau en fait. Vraiment, mais pas du tout. Alors, tac, on voit les 4 valeurs ici, hein, donc les individus et leur interaction plus que les processus et les outils. Bah, en fait, c'est ce que j'ai toujours fait en tant que manager, donc où je me positionnais vraiment comme coach de l'équipe, voire coach de l'organisation. Donc, j'étais déjà dans ce coaching. Bah, parfait. Je m'étais toujours battu pour que les gars dans mon équipe fassent les choix et qu'on fasse pas les choix pour eux. Bon, bah, ça correspond parfaitement et 100% à ce que j'ai fait depuis le début de mon arrivée dans l'univers professionnel. Des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive. Bon, alors, dans les web agencies, de toute façon, les docs exhaustives, en général, on en faisait assez rarement. Alors, il y en a qui en faisaient, mais moi, particulièrement, on n'était pas du tout dans ce mindset. Euh, bah, top. On avait fait qu'une, je crois qu'on avait fait un cahier des charges parce que l'entreprise nous l'avait vraiment imposé. Mais on avait réussi à faire en sorte que ce cahier des charges puisse nous permettre quand même derrière de se voir déjà régulièrement. Alors, pas de façon vraiment rythmée en itératif parce qu'on ne connaissait pas le concept de framework agile à cette époque parce que là, on parle de 2000, hein, 2000, 2001. Mais voilà, on savait que la doc, voilà, contractuellement, ça rassurait ce fameux client. Mais tous les autres clients, par contre, on faisait pas de doc, on faisait des échanges réguliers. Ça se faisait sur les nappes de papier, comme je disais. Donc au final, toutes les docs qu'on faisait, c'était les docs que le client voulait. Et en général, on les faisait au fur et à mesure. Donc, tiens, en juste à temps.
Tiens, c'est pareil, des notions de Kanban. Sauf que bah, on ne savait pas que ça s'appelait du juste à temps ou que c'était des notions de Kanban. Pour nous, ça nous paraissait normal. Et c'est beaucoup ce que j'ai fait avec les équipes. Avant même de connaître justement ce manifeste agile, moi je l'avais connu peut-être, je sais plus, à peu près en 2007, si je dis pas de bêtises, peut-être 2006 exactement. Mais bon, bah voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire au maximum avec mes équipes. Et quand il fallait vraiment faire la doc, on essayait de faire le minimum pour garder cette capacité de collaborer au maximum avec les clients. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle dans mes managements, quand j'avais mes équipes, je disais, bah, t'as une question, mais pourquoi t'écris par mail? Ou pourquoi tu me demandes de leur écrire? Lève-toi, va dans l'autre bureau. Ils sont peut-être à 3 minutes à pied. Vas-y, quoi, prends l'ascenseur, vas-y, va leur parler. Moi, je pense que ça sera plus simple que moi je fasse l'intermédiaire ou qu'on écrive un mail. Ils vont pas te manger. Au pire, si tu veux, je t'amène avec moi et je te les présente et après, bon, tu te sentiras peut-être plus à l'aise. Et bah, c'était exactement, bah voilà, bah, ça c'est plutôt d'ailleurs la collaboration avec les clients. Mais quand on avait une question, on arrivait avec la version qui était à peu près stable, on l'a présentée au client. Mais alors du coup, là, qu'est-ce que tu penses? Tu vois, nous on hésite, est-ce qu'on le met là ou là? Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est comme et hop, alors on n'appelait pas ça un product owner, c'était un chef de produit. Donc, peu importe, hein, c'est le plus important, c'est la façon de faire. Mais au final, voilà, des logiciels opérationnels plus qu'une documentation exhaustive, c'est toujours en fait ce que j'ai essayé de faire parce que la notion de faire un cahier des charges de 500 pages, pour moi, ça a toujours été une aberration en fait. J'en ai fait malheureusement hein, parce que j'ai aussi fait du cycle en V, que j'ai toujours essayé de faire, d'amener à être agile parce que l'agilité c'est pas que Scrum. Mais j'ai toujours essayé de faire en sorte qu'on voit régulièrement nos clients, donc la collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle, parfait, c'est pour ça que je l'ai coché également, et également qu'on ait toujours quelque chose à présenter à nos chefs de produits, nos chefs marketing, blablabla, ou des experts en SEO, de façon à ce qu'on puisse se baser sur des perceptions concrètes. Donc au final, bah, depuis 2000, c'est à peu près comme ça que je fonctionne. Et l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan, bah moi, ça m'a paru tellement normal, en fait, que bah, c'est clair, hein. Si on m'avait demandé est-ce que tu es signataire du manifeste agile en 2001, je l'aurais signé tout de suite, parce que pour moi, c'est juste, ça me paraît juste être la base, en fait. Et du coup, j'ai découvert ce manifeste agile, il a validé ce que je pensais, mais plus important par contre, le fait d'avoir découvert ce manifeste agile et qui s'est vachement popularisé, par contre, ça a donné de plus en plus de crédit aux mots que je disais de comment moi je fonctionne. Alors, ça m'a permis d'être encore plus agile dans mon management et un management qui s'est d'ailleurs peu à peu transformé en coaching ou parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté le management. J'ai dit stop, le management. Moi, j'ai envie de faire du coaching, j'ai envie d'aider les gens et les entreprises voilà, à s'améliorer, à grandir. Bon, après, c'est un choix personnel. Mais à l'époque, c'était pas forcément évident en 2006 d'aller là-dessus. Le marché était tout petit. Mais voilà, c'est merveilleux de se dire que en fait, maintenant, j'ai du crédit. Quand ce doc se popularise, il y a des gens qu'on entend parler et pas juste des gens de l'IT, des managers. Et donc, ça donne du crédit à ma façon d'être et ça me permet encore d'être encore plus dans ma façon d'être que les contraintes qu'on m'a imposées un petit peu dans cette façon d'être. Donc voilà, ça a été ce manifeste agile et surtout sa popularité a été une délivrance. Et après, j'ai essayé de faire comprendre que l'agilité est pas née avec le manifeste agile, hein. Le manifeste agile, c'est vraiment sur le développement logiciel, bien que quand on voit les principes, ça s'applique dans la plupart des cas. On remplace le logiciel opérationnel par des solutions, des services, des réalisations, plus qu'une documentation exhaustive. Et ça rentre plutôt pas mal au final, à peu près partout. Après, il y a le Modern Agile, il y a Rafik Meki qu'on a parlé lors de la keynote. Il y a aussi Earth of Agile qui est plutôt pas mal, qui montre une agilité peut-être un peu plus globale et plus facile à entendre. Et ben moi, je me suis toujours enregistré là-dedans et ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, ça devient une norme de plus en plus forte et sur laquelle j'espère que l'Algérie va réussir à faire cette fameuse bascule. Alors, le seul problème que j'avais, c'était peut-être la structure. C'est vrai que sur le coup, autant j'ai toujours été très agile et maintenant je savais que, ben voilà, en fait, j'étais agile. Et en fait, j'étais quelqu'un dans l'agilité, mais je ne savais pas le nom.
Et là, j'ai commencé à découvrir ce terme. Et au fur et à mesure, là, je me suis dit, bon, bah, je vais regarder ce fameux, alors le premier, évidemment, ce fameux Scrum. Donc, je suis rentré, j'ai commencé vraiment à rentrer dans la matrice de l'agilité. Bam! Et là, j'ai essayé vraiment de découvrir un peu tous les frameworks qui ont été plus ou moins validés par le manifeste agile. Donc, aussi parce que la plupart ont été créés par les personnes qui ont fait ce manifeste agile. Scrum, alors comment en mode agile, évidemment, parce que le Kanban, c'est de la gestion de flux, c'est pas un framework en soi, non pas un framework d'organisation, bien qu'il y en a qui ont rajouté Kanban pour IT, qui une proposition de cérémonie très intéressante. Le FDD, qui est pas du tout connu dans le monde francophone, qui est très proche des méthodes traditionnelles, sauf qu'on fonctionne en mode itératif pour avoir cette capacité vraiment de s'adapter. L'extreme programming, évidemment, qui a pour moi, dès 2006-2007, quand j'ai découvert tout ça, c'était le messie. Hein, honnêtement, j'étais encore très technique, c'était un véritable messie. Et on voit aujourd'hui qu'il est encore très influent. Et DSDM, Crystal Clear, moins connus, mais qui ont leur lot, qui sont aussi également intéressants. Pardon. Et voilà, j'ai découvert vraiment un univers, et là j'ai commencé à essayer de m'expertiser. Et en 2016, j'ai décidé, je me suis dit, bon, là, j'arrête. Il faut que je crée ma boîte et là, il faut que j'aille à fond parce que euh, quand je vois le succès que ça a dans les entreprises qui ont réussi à faire ce switch de mentalité, et je ne parle pas des petites entreprises, hein, parce qu'il y a des petites entreprises qui sont agiles depuis 30 ans, en fait. Euh, alors, non, je vais pas aller trop loin dans l'expérience, mais des entreprises où les employés choisissent leur salaire et également choisissent leurs vacances, leurs machins, je veux dire, on entend parler comme waouh, ah ouais, c'est vraiment l'agilité du futur. Il y a des entreprises, ça fait 30 ans qu'elles fonctionnent comme ça, donc c'est pas si nouveau que ça. Maintenant, est-ce que ça va se populariser? Ça, c'est un autre débat. Mais voilà, de rentrer dans cet univers, d'apprendre, et je me suis dit, bon, moi j'ai eu la chance en plus, dans mon parcours, j'ai rencontré un coach agile vraiment de très haute qualité, qui m'a pris sous son aile, vraiment en mode chouari sur le coup, et qui a dit, voilà, et qui m'a, pendant 2 mois, c'est vrai que sa mission, là où on était, commençait à patauger un peu, et du coup, pendant 2 mois, il me prenait régulièrement, me former au coaching, apprendre à être encore plus bas dans ma posture, découvrir plein de choses autour de l'agilité, et moi, j'ai eu cette chance-là, c'est-à-dire que j'ai eu cette chance d'avoir quelqu'un qui m'a pris sous son aile, et qui m'a formé. Si j'avais dû payer de ma poche, bah, j'aurais pas payé parce que j'avais juste pas les moyens de payer de telles prestations pendant 2 mois. Donc, je me suis dit, bah voilà, moi j'ai eu cette chance-là, mais il y a plein de gens qui ont malheureusement pas eu cette chance, et c'est comme ça justement où j'ai décidé, voilà, je lance ma boîte. Déjà, maintenant c'est terminé. Je fais que du coaching, je fais que de l'accompagnement à 100%. Il n'y a plus de transversalité. Je veux vraiment aller là-dessus, accompagner les entreprises, aider les gens à comprendre l'agilité, parce qu'aujourd'hui c'est très complexe. Il y a très peu de choses, il y a très peu de partage. Il y en avait déjà un peu, mais très peu encore. Voilà, soit des livres très chers, des blogs, il y en avait, il y en avait 3 ou 4 et qui n'étaient pas forcément encore ultra populaires. Un qui était populaire, mais pas ultra. Donc, pour trouver l'information, j'ai dit, bon, là, il faut que je trouve un moyen de partager l'information. Ben, on va repartir de cette notion de wiki. Je vais partager un maximum. Je vais faire un blog, donc fin 2007. Je vais ouvrir ma boîte et en même temps, je vais faire un blog, je vais partager et les gens pourront me trouver facilement et trouveront facilement l'information, de l'information de qualité. Et voilà, tout ce que j'apprenais en fait au fur et à mesure, tout ce que je découvrais, de l'expérience, eh ben, je le mettais en blog. Donc voilà, ça a donné naissance au blog Maejal Partner où j'ai vraiment partagé un maximum de choses. J'ai fait plus de 600 articles, je vais sûrement en rajouter à l'avenir hein, de toute façon. Mais voilà, j'ai découvert. Et au début, je me suis fait un peu attaquer de plein front en disant, oh là là, mais tu vas tuer l'univers de l'agilité, tu partages à tout le monde, tu tues notre boulot. Ben non, je tue le boulot de personne. Je veux dire, parce que vous voyez le chouari, qu'on est obligé d'avoir un coach pour avoir la connaissance. Mais moi, je trouve qu'au contraire, si les gens vous appellent et vous êtes plus là à les former sur les bases classiques, blablabla, blablabla, mais que vous arrivez dans les entreprises qui ont déjà un peu de connaissances, qui ont réussi à trouver des trucs, qui ont testé, mais qui ont besoin d'aide parce que par contre, ils ont du mal à voir encore les conséquences de leur chose. Mais même pour nous, c'est vachement plus intéressant, quoi.
même notre job est beaucoup plus valorisé. Et c'est marrant parce que on m'a toujours dit que j'allais tuer l'univers de l'agilité. Et en un an, donc de 2007, de 2000, ouais, le blog est sorti en décembre 2016. J'ai comparé avec décembre 2017. Et au final, qu'est-ce que je m'aperçois? Il y a 30% de coachs en plus sur le marché. Donc, j'ai vachement pas tué le marché. Et au contraire, est-ce que je l'ai aidé? J'en sais rien. En tout cas, j'ai essayé de contribuer comme j'ai pu. Mais le marché a très bien vécu et j'ai eu l'impression que même l'émission était vachement plus intéressante que celle qu'on avait il y a peut-être 5 ans en arrière, où on était encore un peu des exécutants. On nous écoutait beaucoup plus. Donc au final, je suis ravi et j'ai continué le blog à l'alimenter. Et ensuite, quand j'ai eu le temps, bah, j'ai fait cette fameuse chaîne YouTube. Alors c'est pas la première, mais pareil avec le même objectif. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas forcément lire. Alors j'en fais partie. Des fois, quand je lis, ça m'est arrivé évidemment de lire des livres sur l'agilité, mais je suis obligé de mettre un effort. Moi, la lecture, c'est pas ma passion. Et du coup, je me suis dit, bah, pour les gens comme moi, bah, je vais essayer de faire un peu la même chose, mais en mode wiki vidéo. Proposer plein de vidéos et pas forcément des vidéos super longues. Les gens pourront s'expertiser avec d'autres acteurs, avec des livres, s'il y a un sujet en particulier qu'ils apprécient plus que particulièrement. Et voilà, j'ai continué à partager. Et ensuite, je me suis dit, et ça, c'est aussi ça qui est intéressant de devenir son propre entrepreneur, d'aller voir des entreprises en tant que réel expert de la transformation d'entreprise. Et ne plus jouer sur plusieurs tableaux, eh ben, j'ai eu la chance de pouvoir monter le framing agile, qui est un framework de lancement de projet 100% agile, qui a été mis dans des grosses structures françaises, hein, dans deux déjà du 440, il y en a trois dans le 440 dans lesquels j'ai participé, une quatrième qui l'a mis sans moi en plus, donc top. Et voilà, c'est super génial de pouvoir participer à ça. Et également, dernièrement, avec Rafik Meki, Infinity, où on essaye d'amener une organisation matricielle pour aider les entreprises à mieux s'agiliser et à surtout à éviter la notion de silo. Parce qu'on a beaucoup d'entreprises avec des silos, bah, je ne vais pas vous apprendre, hein, métier, le silo IT, le silo, je sais pas, marketing, ben, voilà. Et au final, quand on fait un projet en Scrum, on met soi-disant tout le monde dans la même équipe, puis on fait un autre projet en Scrum, on met des gens dans une autre équipe, et hop, bingo! Et ben il y a encore des silos. Chaque équipe Scrum devient un silo. Et c'est pas ça l'agilité. L'agilité, c'est justement de ne plus avoir de silo. Donc comment amener cette organisation métière, mais avec une philosophie proche du Scrum, qui est de dire on va pas trop donner de cadre et laisser les gens aussi construire l'intérieur de cette organisation matricielle. Voilà. Donc voilà, ici vraiment cet amour du partage, c'est vrai que bah, je l'ai encore aujourd'hui. Je pense que je l'aurai encore demain. Je l'avais encore hier. Je l'avais même avant de commencer le côté professionnel, malgré ce côté un peu rebelle. Donc vraiment, il faut comprendre qu'en fait, bah, l'agilité, je ne savais pas ce que c'était honnêtement. Alors ouais, j'avais peut-être vaguement entendu le mot, mais ça m'avait pas fait tilter. Le lean, oui, le lean, j'avais déjà évidemment entendu parler en faisant du management, c'est un peu obligatoire. Mais il y avait aussi des choses qui étaient beaucoup plus popularisées à l'époque. Le Six Sigma, l'ITIL, ah, l'ITIL, quelle horreur. Moi, je ne comprenais même pas le sens de l'ITIL et indirectement, j'étais obligé de travailler avec et d'aider à son déploiement. Bon, bah voilà, le moment où le manifeste agile est vraiment arrivé et qui s'est popularisé massivement, et le Scrum va populariser tout ça, hein, soyons honnêtes, bah super quoi. Donc dès 2010, moi dès 2011, je mettais déjà en place des équipes Scrum. Alors, est-ce que c'était des équipes Scrum qui faisaient pas d'erreur? Non, faut pas déconner. Mais voilà, des équipes Scrum qui ça roulait. Surtout que le Scrum n'était pas du tout populaire encore dans ces années-là. Donc beaucoup d'utilisation de post-it. Et, et c'était quand même, en plus le Scrum à l'époque, fallait aller chercher la méthode. Je sais pas si vous vous rappelez, hein, mais le Scrum Guide, il est arrivé en 2011. Hein. Faut s'en rappeler de tout ça. Euh, et au fur et à mesure, voilà, il y a eu des communautés qui se sont réveillées, plein de partages. Il y en a qui partagent en faisant des meet-up, il y en a qui partagent sur du serious game. Et moi, je vous recommande, et vous, hein, Agile Algérien, de faire exactement la même chose, de partager.
Si vous êtes comme moi, que vous avez découvert le mot agile, et forcément, peut-être que je sais pas comment est arrivé le terme sur le marché algérien, mais waouh, quoi, je pense que je suis pas le seul à vivre ça, et c'est pour ça que je voulais vous partager cette expérience, parce que au final, là-dedans, ça a toujours été agile. Par contre, oui, j'ai souvent été désorganisé, ça je ne peux pas le cacher. Et c'est vrai que la découverte de tous ces frameworks, c'était dur hein, d'aller chercher l'information. Il y a 10 ans, je veux dire, 9-10 ans, c'était très difficile de trouver des informations sur tous ces frameworks, hein, loin de là. Donc, oui, c'est essentiel d'être agile et agile algérien. Je vous souhaite vraiment, en Algérie, je vous souhaite vraiment d'adopter l'agilité, écouter toutes ces conférences. Ah ben non, là c'est peut-être la dernière, mais vous en trouverez d'autres et je pense que vu le succès d'agile algérien, il y en aura sûrement une autre très prochainement. J'ai aucun doute. Je vous remercie et n'oubliez pas que l'agilité, vous pouvez partager entre vous, vous pouvez contacter des coachs agiles, des Scrum Masters. On est dans un univers de partage et moi je suis 100% pour le Moonshoe. On partage par rapport à nos connaissances. Il y a des gens qui vont partager d'excellentes choses sur d'autres choses que l'agilité, mais qui peuvent vous permettre également d'évoluer dans votre univers agile. Donc soyez Moonshoe. Et même si Agile c'est un terme qui vous disait rien, eh ben écoutez, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il vous donne crédit pour faire évoluer les choses et pour faire améliorer votre structure, votre organisation et même votre vie personnelle. Moi, je suis de plus en plus agile dans ma vie personnelle. Alors, je vous remercie tous. Après, ça va évidemment passer aux questions. Je souhaite également remercier toute l'équipe d'Agile Algérien, les sponsors d'Agile Algérien, et on va passer aux questions. Parfait. Merci beaucoup, Judicaël, qui a eu beaucoup de questions. Oh. On a à peu près une quinzaine, donc on répondra pas aux 15 questions. Je vais juste m'excuser par avance. Alors du coup, j'ai mis les questions par acteur. Et puis, du coup, j'ai promis à certains de poser leurs questions, mais comme ils en ont posé beaucoup, je vais devoir en choisir. Donc, on a une question de Maïdine, très opérationnelle. Comment savoir les tâches d'un analyste fonctionnel dans un environnement agile? D'un analyse fonctionnelle. Alors, Ouais. c'est pas pour les tâches. Alors, c'est vrai que si on prend le marché français est vraiment très axé Scrum avec cette notion de Scrum Master, Product Owner, équipe de développement. Alors, depuis une semaine, on dit les devs, mais peu importe. Que tu sois analyste fonctionnel ou quoi que ce soit, c'est pas les tâches. Le plus important, c'est le mindset que tu mets derrière. Le fait de te dire, je vais essayer de faire en sorte que tout ce que je fais, je peux récupérer du feedback régulièrement de façon à pouvoir m'améliorer et ne pas avoir honte que potentiellement j'ai pu faire des erreurs. Et je pense que, par exemple, chef de projet, on peut très bien être un chef de projet agile. On prend le FDD. En FDD, en réalité, il y a un chef de projet agile et ça fonctionne très bien. C'est juste que c'est une philosophie complètement différente du Scrum. Il y en a qui n'aiment pas du tout cette façon de faire. C'est vrai que l'agilité va plutôt du côté du Scrum. Pour autant, ça ne vous empêche pas d'être agile. Donc, le plus important pour toi, c'est pas qu'est-ce que les tâches que je vais faire, comment tu fais pour optimiser l'ensemble des tâches que tu fais. Donc, les faire au bon moment, donc pas trop tôt, pas trop tard, de façon à pas non plus perdre du temps. Et comment faire pour que je puisse régulièrement récupérer du feedback sur les choses que je réalise de façon à ce que je puisse améliorer régulièrement et que du coup tout ce que je livre aux personnes qui vont travailler par rapport aux analyses fonctionnelles que je fais puissent bénéficier de cette capacité de travailler itérativement. Voilà, j'espère que j'ai pas trop répondu à côté de la plaque. Non, bah, écoute, ça devrait aller. En tout cas, moi, j'ai bien compris ta réponse. On a une question de Esma qui déjà a partagé qu'elle se retrouve complètement dans la situation que tu as évoquée et elle aimerait savoir comment gérer justement ce côté rebelle, parce que tu as beaucoup parlé de ton côté rebelle au début, et comment canaliser justement son énergie au boulot dans un seul projet. Alors, comment je l'ai canalisé? C'est une très bonne question, tiens. Alors, la première mission, j'ai pas eu à la première mission. La première entreprise que j'ai rejoint, donc une web agency, j'ai pas eu trop l'aspect, le fait de s'engueuler entre collègues. Je vous rappelle, c'est un cadre familial. Donc, c'est un peu comme une famille. Il peut y avoir un peu d'engueulade, de machin. Et on en a eu. Moi, je sais que le pseudo patron de cette boîte, pourquoi je dis pseudo? Parce qu'il se positionnait
plus comme le signataire des choses parce que des fois il n'y avait pas le choix sur l'aspect contractuel, mais il nous laissait vraiment la main sur tout. Et des fois on s'engueulait. Mais par contre, j'avais le droit aussi de lever la voix autant que lui. Et quand c'était fini, il partait 5 minutes dans sa cave, parce qu'on avait une cave dans les locaux où on était, c'était assez rigolo, mais une cave aménagée. Et il revenait 10 minutes après, et on allait au café du coin, et puis on allait se boire un café, et puis tout était oublié, et on n'avait même pas à avoir de discussion. Et au final, c'était super constructif. Après, j'ai eu un peu plus de mal parce que, en effet, ce côté rebelle, il a fallu que je le canalise. Donc là, il a fallu avoir un travail sur moi pour que mon côté rebelle, je sache quand même me poser des questions avant de parler trop vite. Et moi, c'est vrai que j'avais pris cette tendance d'aller trop vite et que parfois, en fait, j'avais tort. Mais comme j'avais tort, mais que j'avais gueulé, il n'était pas question que je dise que j'ai tort. Et du coup, j'enfonçais le clou. Et donc là, par contre, c'est un travail que j'ai dû faire sur moi-même pour dire le côté rebelle, au lieu de gueuler, ça sert strictement à rien. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne gueule plus. C'est plutôt de dire les choses avec un peu plus d'impact, mais avec beaucoup de diplomatie. Et ça, c'est un travail que j'ai fait sur de nombreuses années. Il y a eu un effort, et à force de faire ce travail, au bout d'un moment, j'ai su savoir dire les choses avec un côté fort, mais sans lever la voix, tout à ce que ça soit diplomatiquement compliant. Voilà à peu près. Alors, Fetouma aussi a posé beaucoup de questions. Remachou Fetouma, et dont une qui concernait ton côté rebelle. Du coup, je vais faire un choix dans toutes les questions qu'elle a posées et j'ai choisi celle de quels sont les garde-fous qu'il convient de mettre en place pour réussir son agilité. Alors, j'ai pas entendu le début, pardon. Donc, quels sont les garde-fous qu'il convient de mettre en place pour réussir son agilité? Les garde-fous qu'il convient de mettre en place pour réussir son agilité. Alors, les garde-fous, déjà, alors, c'est difficile de mettre le terme garde-fou. Savoir, alors, ça va très loin. Si on est dans une organisation qui est très familiale, comme j'ai eu avant, il n'y avait pas vraiment de garde-fou. Les gens savaient automatiquement quand s'arrêter, quand faire les choses. Maintenant, dans les grandes structures, il faut faire en sorte d'être capable de donner comment on appelle ça, l'autonomie aux équipes. Et ça, je le recommande vraiment. Et quand je parle d'autonomie, c'est une vraie autonomie. Mais qui dit autonomie, c'est pas liberté. C'est-à-dire qu'il faut faire accompagner ces équipes. En général, on utilise des coachs agiles pour faire ce genre de choses, à moins qu'on ait un Scrum Master qui ait déjà de l'expérience, et c'est top, c'est encore mieux, pour amener ces équipes en fait à mettre le cadre rigoureux pour être autonome. Et ça, c'est super important. Si l'équipe arrive à faire sa propre autonomie toute seule, mais qu'en même temps on lui donne la confiance, le garde-fou, il est là en fait, et l'équipe a trouvé sa gouvernance. L'équipe sait sur quoi elle travaille, donc elle connaît ses objectifs, et elle a été accompagnée justement à être capable de faire ça. Parce que c'est facile de dire autonomie aux équipes, mais il y a des équipes qui n'arrivent pas à trouver leur autonomie, et il faut les accompagner. Donc ça, c'est super important. Maintenant, on peut très bien aussi dans une entreprise avoir des managers agiles qui sont là pour essayer d'aider dans la mise en place de tout ça et qui sont pas du tout des chefs de projet super durs qui commandent le contrôle, mais des managers en mode servant leader ou parfois même ce qu'on appelle les host leaders, donc des gens qui essayent de gérer tout ça, mais de façon vraiment très horizontale, qui ne sortent pas de là où ils ont leurs compétences et qui en même temps sont participants des différents projets. Donc, pour moi, le garde-fou, c'est surtout vraiment d'investir dans la structuration par de l'accompagnement, des coachs agiles pour l'agilité, des coachs UX pour l'user experience, pourquoi pas le software craftsmanship, donc pour la partie technique. Et parce qu'en final, c'est un faux investissement. On a l'impression que ça coûte cher sur le coup. Pareil, avoir un vrai bon Scrum Master dans une équipe Scrum, ça n'a pas de coût, quoi. On a l'impression que ça coûte de l'argent, mais en fait, ça fait gagner énormément d'argent parce que tout fonctionne mieux derrière. Donc, le garde-fou, pour moi, c'est un bon investissement dans du coaching, de l'accompagnement et évidemment de l'accompagnement non comme un contrôle. D'accord. Fatima complétait en apportant son avis. Il disait qu'un garde-fou agile pouvait être aussi le respect, l'authenticité, la confiance et le feedback. Donc, ça vient en complément de ce que tu nous as partagé. Ouais, exactement. L'empathie, l'écoute. Et l'écoute, c'est très dur. Avoir un vrai dialogue. Donc, écouter les gens
et savoir répondre par rapport à ce que dit à la personne. Ah oui, c'est un outil que j'aime beaucoup pour ça, qui aide, moi que j'ai trouvé, qui m'a beaucoup aidé. Alors je suis pas forcément fan de tous les ateliers de ce mouvement, mais celui-là par contre je l'ai trouvé génialissime. C'est le Delegation Poker. Déléguer au fur et à mesure aux équipes bah voilà, des responsabilités, mais par contre ne pas les forcer à accepter cette délégation. Et donc au fur et à mesure, ils prennent de plus en plus de responsabilités, mais au moins ils y vont pas à pas. Et ça, c'est un atelier que je trouve génial qui va vraiment dans ce sens-là. Très bien. J'informe juste les participants que je vais lancer le sondage pour les 5 dernières minutes. Pendant que je continue à te poser les questions, ce sera sans impact. Donc, j'ouvre le Ça sondage et marche. je remercie chacun de répondre à ce sondage pour mieux vous connaître. Jeudi Kael, quelqu'un nous a de nouveau, alors je essaie de prendre des questions des différents participants. Zahra nous pose la question, à quoi correspond un sprint en conception classique en V? Est-ce qu'il y a un parallèle entre le sprint agile et qu'est-ce que serait l'équivalent d'un sprint dans une conception classique en V? Euh, non, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Euh, Quand on comprend bien la notion de sprint, alors autant les itérations, par exemple en FDD, on pourrait dire bah, que le FDD, c'est indirectement, c'est un mini cycle en V. Donc en fait, c'est un cycle en V qu'on fait régulièrement, mais par contre, on le fait itérativement. Le sprint en Scrum, c'est pas du tout comparable au cycle en V parce que on va prendre des éléments pour répondre à l'objectif du sprint. Donc on a un objectif, on va essayer de l'atteindre à la fin du sprint, et pour ça, on va voir tous les éléments qui nous permettent d'atteindre cet objectif du sprint. Et pendant la réalisation, bah, toute cette équipe va faire la réalisation, potentiellement les analyses complémentaires nécessaires, mais également le testing et également la livraison. Et donc, en fait, on fait ça sur l'ensemble des tâches, on fait tout ce qui incombe à la tâche. Et donc, on peut vraiment pas comparer au cycle en V. Il n'y a pas cette notion de on va faire la spec, ensuite au T, on va commencer à faire les tests fonctionnels, ensuite on va faire la partie doc technique et tous les tests qu'on va devoir réaliser par ça avec les MCD et l'UML éventuellement, certaines parties de l'UML, et ensuite on développe, ensuite on teste, et ça, il n'y a pas ça du tout, cette notion en agile. En agile, on est vraiment, on a un definition of done qui est la liste de critères de qualité des critères de qualité qu'on doit respecter à chaque fois qu'on incrémente notre programme par un petit lot. Et il y en a plein, hein, dans un sprint, on peut avoir 10, 20 petits lots qui se rajoutent au produit. Et le principal, c'est qu'à la fin, on ait tous ces critères qui soient valides et qu'on soit sûr qu'ils soient validés. Donc, on peut vraiment pas comparer à la notion de cycle en V pour le Scrum. En revanche, si tu regardes du côté du FDD, tu pourras y trouver des similitudes comme un mini cycle en V qu'on fait toutes les 2-3 semaines. Tac, 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 on fait un mini cycle en V. D'accord. Alors, je vais te poser la dernière question parce qu'il y a Ouais. beaucoup de questions et on regardera ensemble comment tu peux répondre. Je te transférerai le chat avec Bah, l'ensemble des oui. questions. Alors pour tous ceux à qui j'ai pas pu répondre à la question, ce qu'on peut faire, c'est que les questions vont être notées. Donnez vos coordonnées avec votre question et moi je pourrais vous y répondre sans problème hors conf. Ouais, où il y a aussi la possibilité peut-être de faire, on en a parlé, évoqué, de créer des moments privilégiés pour continuer la discussion sur ces sujets avec le Pourquoi speaker pas. dans un moment privilégié un peu plus long. Pourquoi pas. Une question, la dernière, et ce serait un beau mot de la fin. Kosaïar nous demande quelle est finalement ta plus grande réussite en tant que coach agile que tu pourrais partager avec nous et avec les participants de cette conférence. Alors celle où je suis assez ravi, alors je sais pas si c'est celle où je suis la plus fier, c'est un peu difficile parce que je me suis jamais vraiment posé la question. Ta plus grande Euh, réussite, en fait, la question, quelle est ta plus grande ouais, réussite en tant que coach agile? je sais pas trop, c'est assez difficile Alors moi je trouve, alors en tant que coach agile en mission, celle que j'ai beaucoup aimée dans les dernières, c'est vraiment la transformation des hôpitaux du Valais, où ça s'est transformé vraiment de façon radicale. D'ailleurs, vous avez un ancien speaker qui a rejoint un peu les hôpitaux du Valais pour les aider, il me semble. Et ça a été vraiment fou. Cette transformation s'est vraiment bien déroulée. On est parti de très loin. Alors, il y avait déjà, par contre, il y avait une réelle volonté, mais c'était juste le comment où ils n'ont pas réussi. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'imposer l'agilité. Je peux pas rentrer trop dans le détail, mais le fait d'amener cette notion de post-place, d'amener les équipes à créer leur propre agilité. Est-ce qu'ils prennent Scrum? Est-ce qu'ils prennent pas Scrum? Est-ce qu'ils prennent Scrum, mais ils en font leur propre framework?
Et le fait d'avoir choisi eux-mêmes tout leur fonctionnement, juste en comprenant vraiment les points forts de la notion itération, adaptation et incrémentale, a fait qu'il y a eu une adhérence très forte et très rapide qui a fait que ça a énormément évolué. Et en plus, les différentes équipes ont commencé vraiment à réussir à travailler de plus en plus ensemble autour de valeurs un peu plus communes. C'était pas parfait quand je suis parti, mais vu la mentalité qu'ils ont eue quand j'ai dû arrêter la mission, parce qu'après je suis parti vivre en Asie, j'ai aucun doute qu'ils vont réussir à faire évoluer, qu'ils continuent à faire évoluer, parce que franchement, on avait des gens qui avaient vraiment adhéré et on avait de plus en plus de personnes dans cette organisation qui croyaient en l'agilité. Donc, en tout cas, dans les dernières années, je trouve que ça a été pour moi ouais, je pense que c'est la plus réussie de ces dernières années. Après, évidemment, je pense que la Minute Agile, vu l'évolution, je suis aussi très fier, mais bon, c'est pas une mission, c'est plus, je trouve que ça partage de mieux en mieux, et voilà, j'en suis très fier aussi. Eh bien, Voilà. écoute, je te remercie. Ouais, je t'en Merci pour prie. le mot de la fin. Merci beaucoup, Judicaël, pour ta présence. Je m'excuse encore auprès des participants de ne pas avoir pu poser toutes vos questions. On va les transmettre à Judicaël. Merci encore pour ton intervention, pour la qualité de ta conférence. Merci à tous. Merci encore. J'invite l'ensemble des participants à rejoindre la cérémonie de clôture où on va procéder au tirage au sort pour remettre les cadeaux qui sont des formations agiles en Algérie, certaines en présentiel et d'autres qui peuvent se faire à distance. Donc, c'est une manière pour nous aussi de contribuer grâce à nos sponsors à diffuser cette culture agile en Algérie. Merci encore et à très vite. Merci encore, Judicaël. Merci à tout le monde. Allez, Au ciao. revoir. Merci, Judicaël. Au revoir. Bye.